place au parti pris. Ruth, Pascal, vous restez autour de la table. Abnous nous rejoint pour le parti pris international, mais c'est vous qui commencez, Ruth, votre parti pris politique ce soir. Vous nous dites, il faut soutenir Charlotte Gainsbourg. Mais de oui, quoi parlons-nous ? j'ai été absolument scandalisée par la campagne qui a été déclenchée contre Charlotte Gainsbourg, la merveilleuse Charlotte Gainsbourg, parce qu'elle est révélatrice d'une dérive grave qui doit nous interpeller. Depuis qu'elle a signé une pétition dans le Figaro demandant au président Macron de respecter les conditions qu'il avait lui-même posées à la reconnaissance d'un État palestinien, elle est sous la menace d'un boycott. Dans le Figaro, avec d'autres signataires, elle rappelait au président Macron qu'il avait dit qu'il faudrait la libération des otages et le désarmement du Hamas avant une reconnaissance de l'État palestinien. Je précise que ce texte ne dit pas qu'il ne faut pas reconnaître cet État, c'est important. Mais depuis, elle est l'objet d'insultes et de malveillance. Pire, il y a une pétition qui a été lancée par l'Humanité qui lui interdirait le droit d'incarner Gisèle Halimi à l'écran au prétexte que la célèbre avocate défendait les droits des Palestiniens. Je précise les droits des Palestiniens, pas le droit du Hamas. Comme Laurent Geoffrin, dans sa lettre particulièrement bien écrite aujourd'hui, et je lui rends hommage, je m'interroge. Faut-il avoir les mêmes convictions qu'un personnage pour délivrer une performance artistique ? Il va très loin, et je le cite. On peut douter, par exemple, dit-il, que Bruno Gantz, l'acteur suisse qui interprétait Adolf Hitler dans La Chute, adhérait complètement à l'idéologie nazie du personnage qu'il incarnait. On se demande si Marion Brando, qui jouait Don Corleone, dans Le Parrain, épousait bien les rudes principes de la mafia, ou si Lino Ventura, qui incarnait le résistant héroïque dans l'Armée des Ombres, aurait à coup sûr été membre d'un réseau gaulliste pendant la guerre. Et enfin, il conclut que de Charlie Chaplin, qui jouait à la fois le dictateur et le barbier juif. Bon. Alors on reproche avec Charlotte Gainsbourg de ne pas avoir les positions présumées de Gisèle Halimi sur le Proche-Orient. Bon, elle pourrait par exemple répondre que dans l'épisode clé de la vie de la célèbre avocate, qui est le scénario du film qu'elle tourne, c'est-à-dire le procès de Bobigny qui ouvre la voie à l'autorisation de l'avortement, elle serait à 100% d'accord. Mais c'est pas la vraie raison. Parce que pour l'anecdote, sachez que déjà les censeurs avaient protesté lorsque Virginie Efira était pressentie pour un autre biopic, trop blanche, trop blonde, voilà ce qu'avaient dit les procureurs. Gare à ceux qui ne rentrent pas dans les nouveaux critères, on oublie les carrières, on oublie le talent, seul compte le conformisme à l'ère du temps. Et Ève Seftel dans Marianne cite Jean-Claude Michéa, le philosophe, qui parlait de stalinisme version McDonald's. Mais il y a évidemment une autre question aussi, parce que, comme le dit la une de l'Opinion, le quotidien, il y a quelques jours, nous sommes entrés dans une époque de macartisme. Parce que cette ère du temps dont je viens de parler, auquel il faudrait se conformer, il est à bas bruit au boycott des artistes, liés de près ou de loin à une forme d'identité juive, à une forme d'attachement à l'existence d'Israël, ou encore tout simplement à la cause des otages. Sous couvert de condamnation justifiée de la politique de Benjamin Netanyahou, même lorsqu'il condamne la guerre de Gaza, mais qui ne prononce pas le mot sésame, génocide, à bas bruit, des acteurs, des musiciens, des intellectuels, des chercheurs sont ciblés. Tel chanteur juif subit un boycott, tel humoriste n'a plus de contrat avec les théâtres publics. Tel écrivain est désinvité d'un salon du livre. En France, en Belgique, en Espagne, au Canada, j'ai bien peur que le journal L'Humanité ait cédé à cette tentation en s'attaquant à Charlotte Gainsbourg. Je pose seulement la question, parce que moi je n'affirme pas. Est-ce que Gisèle Halimi serait pas choquée qu'on s'attaque à la liberté d'une magnifique artiste, d'une femme, tout simplement ? Abnous. Alors moi ça me choque d'autant plus, outre l'admiration et le respect que j'ai pour Charlotte Gainsbourg, son jeu et sa musique, c'est que j'ai eu l'honneur l'année dernière de recevoir le prix littéraire Gisèle Halimi, remis par un formidable jury, et que dans le discours que j'ai fait, j'ai bien précisé que c'était dommage, j'aurais adoré la rencontrer pour une seule raison, c'est que on se serait beaucoup disputé, dans le seul sens noble de la dispute, qu'il y avait beaucoup de sujets. Je parle évidemment pas de l'avortement, etc., mais sur le féminisme, sur lequel nous n'aurions pas été d'accord. Et que c'est aussi ça que défendait Gisèle Halimi, un sens du débat, un sens de la dispute dans le sens noble, et tout le reste, tout ce qu'a dit Ruth, est d'une justesse incroyable. C'est vous savez, comme Tom Hanks qui s'est excusé d'avoir joué un homosexuel dans Philadelphia. Sida. Mais c'est justement parce que Tom Hanks l'a joué que tout d'un coup, le sida et l'homosexualité est rentré dans les foyers du monde entier, et qu'il y a eu une bascule culturelle absolument spectaculaire à ce moment-là. Donc il faut arrêter avec ces bêtises, c'est du macartisme, et c'est absolument honteux. Pascal, votre parti pris économique, Donald Trump instaure des visas à 100 000 € pour venir travailler dans les entreprises de technologie, et vous dites
c'est n'importe quoi. Oui, c'est le visa H1B, c'est son nom. C'est un protocole administratif. Normalement, on fait tout pour attirer les talents, surtout les talents scientifiques. C'est ce qui fait un peu l'essence de l'économie aujourd'hui, les mathématiciens, les ingénieurs, etc. Nous, on se plaint en France que Emmanuel Charpentier, prix Nobel de chimie, est parti, que Stéphane Bancel dirige Moderna aux États-Unis. Bon, donc la première réflexion, c'est de se dire... il faut faire venir les talents, il faut effacer les barrières d'entrée. Alors donc, pourquoi Trump a-t-il choisi de poser des barrières, précisément des frictions à l'entrée des États-Unis, avec ce visa de travail à $100,000 pour pouvoir venir travailler aux États-Unis, y compris dans des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre aujourd'hui. Je précise quand même que tous ceux qui sont déjà là ne sont pas concernés. Et ils sont extrêmement nombreux. Vous êtes déjà baladés probablement aux États-Unis. Alors, quand je dis probablement, tout le monde ne va pas dans la Silicon Valley, mais quand on va dans la Silicon Valley, on est frappé de voir qu'il y a des visages de toutes les couleurs et des gens qui sont très souvent originaires d'Inde. $100,000 donc. Et Trump présente cette mesure comme une incitation aux entreprises américaines à former des talents américains, c'est-à-dire aller puiser, si vous voulez, dans le vivier des universités américaines. C'est ce que dit Howard Lutnick, le ministre du Commerce, qui fait un peu le service après-vente de la mesure telle qu'elle est présentée par Donald Trump, qui dit « Les grandes entreprises de la tech ne formeront plus de travailleurs étrangers. Si vous voulez des cerveaux bien foutus, après tout, les Américains sont pas plus idiots que les autres, vous allez puiser dans les universités américaines. » Mais, parce qu'il y a un mais, l'Inde forme, en réalité, c'est l'occasion de le dire, entre 800 000 et 1 million d'ingénieurs par an. Vous m'avez bien entendu ? Et parmi les meilleurs, paraît-il. Et de très très bons ingénieurs. Il y a une école de mathématiques exceptionnelle, et puis ils ont un sens pratique de l'apprentissage. Donc vous avez un pays qui s'est fait une spécialité de produire des cerveaux de mathématiciens ou d'informaticiens. Tant et si bien d'ailleurs que les 3/4 des visas, jusqu'à présent, des visas de travail dans ce secteur de la tech ont été accordés à des Indiens. Je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez nécessairement. Vous avez vu son visage, Sundar Pichai. Vous voyez qui c'est ? C'est le patron de Google. Eh bien, il est diplômé d'un institut indien qui forme des scientifiques. Il a aussi un diplôme américain, mais il fait partie des gens qui dirigent un des 7 fantastiques, c'est-à-dire des gens qui ont fait la fortune ou qui contribuent à faire la fortune des États-Unis. Alors, est-ce qu'il y aura suffisamment de cerveaux américains pour remplir les postes, pour pallier l'immigration qui serait interrompue, l'immigration non pas d'intelligence artificielle, mais d'intelligence humaine, là, qui travaille précisément sur l'intelligence artificielle. Au fond, Trump est en train de rétablir un vieux truc qui s'appelle le droit d'octroi. Vous savez, l'octroi, c'est le droit qu'on payait pour avoir le droit de passer un pont, une rivière, etc. Et là, en substance, c'est une frontière. On l'appliquait en général aux marchandises, pas aux beaux esprits. La France, avec la révocation de l'édit de Nantes, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais enfin, a perdu tout à la fois des financiers, des intellectuels, des mathématiciens, des philosophes. Et vous avez cette politique de Trump qui ressemble un peu à la stratégie de marketing des établissements bancaires. Vous avez une gold card à $1 million, vous avez droit à une résidence permanente. Vous prenez une platinum card qui vaut un peu plus cher, 5 millions de dollars. Vous avez 270 jours aux États-Unis qui sont exonérés d'impôts pour les revenus que vous avez à l'extérieur des États-Unis. En attendant, le Financial Times a estimé le prix de la mesure là à $100 000. C'est 14 milliards de dollars de pertes pour les États-Unis. Pour les talents qui ne viendront pas. C'est ça. Amnouz, votre parti pris international. Alors, c'est vrai qu'on avait les yeux fixés sur Donald Trump, sur Emmanuel Macron, mais à l'Assemblée générale des Nations Unies, il s'est passé un autre événement. L'Indonésie, premier pays musulman du monde, qui a dit « Shalom Israël ». Oui, quasiment. Alors évidemment, le président indonésien Prabowo Subianto a tenu la position traditionnelle de l'Indonésie depuis son indépendance, depuis l'après-guerre, c'est-à-dire de soutenir la création d'un État palestinien qui avait été reconnu en 1988, mais à une petite détail près, qui n'est pas rien, en proposant aussi une reconnaissance. Condition d'Israël, on l'écoute. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize
the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. C'est inédit encore le fait qu'il ait offert de déployer jusqu'à 20 000 soldats de maintien de la paix indonésien à Gaza sous mandat de l'ONU. Et quand je vous dis que c'est une première, c'est depuis Sukarno, premier président de l'indépendance, tous les présidents indonésiens, c'est cause palestinienne, cause palestinienne. Sukarno avait exclu Israël de la conférence de Bandung des non-alignés en 55, refusé l'entrée des athlètes israéliens aux Jeux asiatiques de 62, et même Suharto, malgré des relations militaires secrètes avec Israël, vente d'armes, etc., n'avait jamais reconnu diplomatiquement Israël. C'est lui qui a reconnu la Palestine en 88. Pour info, l'actuel président, Prabowo, est le gendre de Suharto. Voilà, ça m'a un petit peu amusé. Alors pourquoi dès qu'il s'agit du Moyen-Orient et de la question palestinienne et de son avenir, MBS, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, n'est jamais bien loin. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite a co-organisé avec la France cette conférence internationale à l'ONU sur le règlement pacifique de la question palestinienne, et ses coprésidents, ce n'est pas anodine. Elle permet à Riyad de façonner aussi l'agenda. C'est ce qui explique que l'Indonésie a été invitée à s'exprimer en tant que position privilégiée de 5e pays sur les 33 nations invitées à s'exprimer sur le sujet. Et ça change quand même énormément de choses. La preuve, nous en parlons ce soir. Il serait passé 33e, il serait peut-être un peu passé à l'as. Et tout ça, alors il y a toujours eu des relations, évidemment, le wahhabisme est installé depuis le 19e siècle, la religion wahhabite, l'islam wahhabite en Indonésie depuis le 19e siècle, mais en juillet 2025, qui se sont rencontrés, MBS et bien entendu le président Prabowo. Alors non seulement ils ont abordé la question de la Palestine, mais ils ont aussi conclu des accords d'investissement de 27 milliards de dollars dans les secteurs de l'énergie propre, de la pétrochimie, des services de carburant d'aviation. Et donc cette convergence, c'est quoi ? C'est l'Arabie Saoudite qui utilise l'Indonésie comme un proxy diplomatique, et forcément, comme vous l'avez dit, le fait que l'Indonésie propose cette idée pragmatique, ça a énormément de poids. Qu'un président qui est à la tête de 270 millions de musulmans, forcément, c'est la position saoudienne, ça en rajoute. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la pression américaine, parce que Trump insiste depuis longtemps pour que l'Indonésie intègre les accords d'Abraham, figurez-vous. Et il y a une autre carotte dans l'affaire, c'est que l'Indonésie veut intégrer l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, et que l'une des conditions, c'est d'avoir des relations diplomatiques avec tous les membres, y compris Israël. Et qu'est-ce qui se passe depuis février 2025 en Indonésie ? Mouvement social de grande ampleur, énormément de violence, des étudiants, des travailleurs, des opposants. Cet été, ça a atteint son paroxysme. Et évidemment, le président indonésien Prabowo, évidemment, il pense à quoi ? La cause palestinienne étant, mais partagée par tous les Indonésiens, comme dans tous les pays arabo-musulmans, ça permet de réunifier le pays, de s'unir derrière les Palestiniens, et de faire oublier les problèmes domestiques, mais c'est aussi concrètement une crise économique et une crise sociale qui a besoin, qui pour l'Indonésie, d'intégrer le système économique international pour essayer de s'en sortir. Donc aucune décision n'est anodine, et MBS est toujours dans le coup. Bon, on peut croire, peut-être, mais cette c'est plutôt une bonne nouvelle. convergence. Mais ce qui prouve une chose, c'est que définitivement, il y a quand même une volonté de création de 2 États et une perspective de voir un jour tous les pays arabo-musulmans reconnaître Israël. Merci à vous trois pour ces partis pris.